authentique que son information. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé un accord de coopération sur le nucléaire civil. Mais dans le concret, là, qu'est-ce que ça change? Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges! Salut Alex. Bon, là, on a vu passer cette manchette-là. Mais explique-nous le plus clairement possible, dans les faits, là, qu'est-ce que cet accord-là va pouvoir permettre de faire et de quelle façon il est reçu, entre autres, aux États-Unis en termes de réaction? Ouais, bon, première affaire, cet accord-là, il vise à permettre à l'Arabie saoudite de développer une industrie nucléaire à des fins civiles, donc pour produire de l'électricité de manière autonome. Donc, il y aurait des compagnies américaines qui arriveraient, qui le feraient en Arabie saoudite. L'enjeu qui pose le plus de problèmes et le plus de questions, c'est qu'on permettrait, après une étude, donc c'est pas encore fait, mais on pense pouvoir permettre à l'Arabie saoudite d'enrichir de l'uranium, qui est l'élément qui permet de générer de l'énergie nucléaire, de manière sur le territoire saoudien. Donc, les Saoudiens auraient des centrifugeuses qui permettraient d'enrichir l'uranium. C'est quoi le problème avec ça? C'est que c'est le même outil qui te permet d'enrichir de l'uranium pour générer de l'électricité que celui qui te permet de le faire pour une bombe. Et donc, l'enjeu ici, c'est si on permet ça aux Saoudiens, est-ce qu'éventuellement, ils pourraient décider, en dehors d'un régime d'inspection, de ne plus se contenter d'enrichir pour de l'électricité, mais de s'en servir pour éventuellement, sinon avoir une bombe, au moins avoir un stockpile ou une quantité d'uranium qui leur permettrait de le faire. Et c'est ça qui soulève beaucoup de questions, parce que les Émirats arabes unis, un pays à côté de l'Arabie saoudite, avaient passé un accord avec les États-Unis en 2009, où on avait dit, vous allez accepter le Gold Standard. Le Gold Standard, c'est quoi? C'est, oui, vous pouvez avoir des centrales nucléaires, ça on vous le permet, mais vous ne pouvez pas enrichir d'uranium chez vous. L'idée derrière, c'est d'empêcher la prolifération nucléaire, d'empêcher d'autres pays d'avoir la capacité éventuellement de construire une bombe nucléaire. Donc là, les Américains auraient permis ça à l'Arabie saoudite. C'est ça qui pose beaucoup de questions parce qu'on juge que le risque est trop grand puis on ne voit pas trop les bénéfices parce que c'est tout à fait possible de l'importer, l'uranium nécessaire à faire fonctionner la centrale. Et dans le cas de l'Iran, là, est-ce qu'eux avaient fait ça de leur propre chef ou un petit peu comme cet accord-là, au fil des ans, la communauté internationale avait accordé certaines petites permissions? Est-ce que l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux, mais avec un autre pays? Ben en fait, le gros problème, c'est que récemment, Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite, a dit clairement, si les Iraniens ont une bombe nucléaire, l'Arabie saoudite va vouloir se doter d'une bombe nucléaire. Donc ici, on leur permet déjà de là, on est dans l'escalade. Là. Ben, là, on serait dans l'escalade. Bon, c'est conditionnel si les Iraniens ont une bombe nucléaire. Le problème de l'Iran, c'est que vous aviez un programme civil, mais ce dont on s'est aperçu au fil des inspections puis des agences de la collecte de renseignements, c'est que c'était pas seulement un programme civil. Et les Iraniens ont commencé à enrichir de l'uranium à des niveaux qui leur permettraient à terme d'avoir une bombe nucléaire. Et c'est ça qui aujourd'hui en partie provoque la guerre en Iran. Lorsqu'on dit aux Iraniens vous ne pouvez pas avoir de bombe nucléaire, c'est aussi mettre en place un régime de vérification qui s'assure que s'ils enrichissent de l'uranium, parce qu'ils ont des centrifugeuses en Iran, ben, ils ne vont pas le faire à un seuil trop critique. Et donc, l'enjeu pour les Américains, c'est si on permet à un autre pays du Moyen-Orient de le faire, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une porte? Parce que là, il y a d'autres pays limitrophes qui vont dire, ben là, si les Saoudiens ont le droit, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit? C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Ben, c'est ça. Et le gros enjeu de la non-prolifération nucléaire, c'est que c'est quand même miraculeux là, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ait cette technologie-là qui est immensément dévastatrice et qu'on ne s'en soit pas servi à nouveau à des fins militaires. Puis une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné, c'est parce qu'on a contrôlé de manière très stricte les pays qui pouvaient avoir accès à la technologie et auxquels on permettait d'enrichir de l'uranium. Donc, qu'on permette à l'Arabie saoudite, ça suscite des craintes. La question, c'est est-ce que les Américains ont un accord suffisamment fort avec les Saoudiens pour les surveiller? C'est là qu'il y a des doutes, parce qu'on doute de la capacité des Américains à faire ça. Pendant ce temps-là, Georges, sur le terrain, ben là, on assiste à une douzième nuit de frappe. Il y a aussi l'escalade verbale au niveau des menaces. Là, il y a un navire qui a été frappé et là, le président dit attendez, là, si vous frappez encore des navires, moi, je vais riposter encore beaucoup plus fort. Oui, puis jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas, la campagne américaine, parce que le prix du baril de pétrole a touché à nouveau 98 $. Donc, depuis 3 mois, on a une baisse de 1%. Donc, on est à peu près bientôt de retour au niveau qu'on connaissait durant la guerre. Hey, parenthèse, en m'emmenant ici ce matin, là, 1,97 $. On est proche ça de 2 continue. piastres, hein? Tous les jours, ça monte là, cette semaine. Là.
Mais là, on se demande à quel point le président américain va pouvoir tolérer ça, ou s'il y a un moment où il va juste demander aux Iraniens d'avoir un accord qui serait peut-être insatisfaisant pour entraîner une baisse à nouveau des cours des carburants. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un deuxième front qui se confirme. On en parlait hier du détroit de Bab el-Mandeb et des Houthis, qui est un autre détroit stratégique pour l'énergie. Là, les Houthis ont frappé des navires dans les derniers jours. Il y a 2 pétroliers, là. 2 pétroliers frappés, donc ils confirment leur ambition de bloquer l'énergie là-bas. Et ce que les Américains essaient de faire depuis 12 nuits de frappe, là, c'est de nier aux Iraniens la capacité de frapper des navires. Mais ils n'y parviennent pas. Pour l'instant, ils n'y parviennent pas parce que les Iraniens ont encore suffisamment de drones, de missiles pour poser un risque crédible aux opérateurs de navires. Et tant et aussi longtemps qu'on va avoir un risque crédible, pas un risque concret, là, pas que chaque tentative iranienne touche un navire, mais si le risque est là, les gens refuseront de recommencer, les opérateurs de navires, à traverser le détroit. Donc là, on est vraiment dans un bind, en bon français, du côté américain, où c'est soit une escalade encore plus marquée, et on ne sait pas trop ce qu'ils pourraient faire pour escalader à nouveau, ou au contraire, on retourne à la table de négociation. Mais tout ça a un coût aussi, là, Georges, parce que ce qui devait être juste un petit crochet, un peu comme ce qu'on a fait avec Maduro, là. Les Américains sont en train de s'enliser. Et là, d'ailleurs, il y a eu une rallonge, là, 95 millions, 95 milliards de dollars pour financer cette guerre-là. Oui, parce que le Pentagone arrivait à court d'argent. C'est-à-dire on allait avoir des problèmes de solvabilité pour payer cela, pour payer le carburant, pour payer les munitions. Donc là, le Congrès, la Chambre, en fait, a déjà accepté une résolution pour financer, donner un lifeline essentiellement au gouvernement pour continuer la guerre. C'est pas encore passé au Sénat. On verra si ça passe. Mais la manœuvre du Congrès est intéressante, hein, parce que depuis le début, du côté des législateurs américains, on ne veut pas dire oui à la guerre explicitement parce qu'ils n'ont pas été consultés. Donc on dit, écoutez, on ne dira pas oui concrètement pour l'instant, mais on va peut-être vous permettre d'avoir les fonds pour continuer le conflit. Donc, on vous soutient sans vous soutenir ouvertement, ce qui leur permet aussi de dire à terme qu'ils s'étaient opposés ou qu'ils n'ont pas soutenu complètement le conflit. C'est quoi le rôle des Russes dans cette guerre-là? Est-ce que, on sait, là, ils en ont plein les bras avec l'Ukraine, mais est-ce qu'ils aident aussi les Iraniens par la bande? Bien, on avait un rapport de Reuters hier qui nous rapportait que des stations de la CIA au Moyen-Orient avaient été frappées durant la guerre. Bon, ces stations-là ne sont pas censées être connues. On n'est pas censé savoir c'est où, des safe houses d'espions, essentiellement. Et pourtant, les Iraniens ont été capables de les frapper. Et ce que ça suggérait à plusieurs analystes, c'est que ce sont les Russes, qui est à peu près le seul État qui a les capacités de connaître ces choses-là, qui auraient donné les coordonnées aux Iraniens. Bon, si c'est le cas, c'est quand même une implication assez majeure de la Russie, parce que c'est pas seulement offrir de l'aide militaire ou offrir de l'aide verbale, c'est littéralement aider un pays belligérant dans un conflit à frapper des infrastructures américaines. La question que ça pose, c'est lorsque Donald Trump va prendre conscience de ces rapports-là, bon, qui ne sont pas prouvés pour l'instant, on reste dans le domaine des spéculations, est-ce que ça pourrait finalement refroidir sa relation avec Vladimir Poutine? Parce qu'on sait à quel point le président américain se sent proche du président russe pour une raison ou une autre, mais là, s'il comprend que la Russie aide littéralement son ennemi à frapper des nids d'espions au Moyen-Orient, c'est une escalade. Est-ce qu'il pourrait comprendre éventuellement que non, les intérêts américains et les intérêts russes ne sont pas parfaitement alignés? L'avenir nous le dira, mais ça nous montre quand même que la Russie a potentiellement joué un rôle beaucoup plus significatif que celui qu'on pensait jusqu'à maintenant. Et dire qu'on lui a déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine en Alaska. C'est le fun. Ben, manifestement, Donald Trump est persuadé depuis le départ qu'il y a une relation privilégiée avec le président russe. Ouais. Il faut dire qu'il partage une certaine compréhension du pouvoir plus autocratique, plus autoritaire, plus top-down. Voilà. Merci, Georges.